EVARS. EVARS, c'est l'acronyme de Éduquer à la vie affective et relationnelle et à la sexualité. C'est un programme qui, par la loi, a été établi il y a plusieurs années et ça fait seulement 1 an qu'il y a un programme vraiment mis en place avec 3 séances obligatoires. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité sur le terrain et surtout qu'est-ce que c'est ce programme? C'est quelque chose de nouveau, ça existait avant. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de tout ça avec 3 invités qu'on a un après l'autre. On peut du coup se concentrer sur des aspects à chaque fois différents pour vraiment décortiquer ce programme et les possibilités, les enjeux, le futur. Alors, on commence par Fanny Fauché, qui est chargée des missions référente pour le rectorat des Versailles du CRIPS, qu'elle va vraiment nous parler de comment le CRIPS a mis en place les sciences d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. Moi, c'est Fanny Gaucher, donc je suis chargée de mission au CRIPS Île-de-France depuis une dizaine d'années. Donc je coordonne et j'accompagne notre équipe d'animation qui travaille sur le terrain avec les jeunes sur des actions de prévention, de promotion de la santé à travers la vie affective et sexuelle, la prévention des consommations de drogue, le bien-être et l'usage des écrans. Donc le CRIPS, c'est une association et organisme associé de la région Île-de-France. On est le centre régional d'information, de prévention du sida et pour la santé des jeunes. Donc on est une vieille association créée en 1988 et ça fait donc une trentaine d'années qu'on intervient notamment en milieu scolaire, plus particulièrement en lycée et en CFA sur la vie affective et sexuelle et sur les autres thématiques que je vous ai aussi indiquées. Du coup, votre expérience, elle est précédente toute cette discussion qu'on a depuis quelques années sur l'EVARS, sur l'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité pour les plus grands. Vous faisiez ça bien avant qu'on en parle. Complètement, c'est un peu même à l'initiative de la création de notre association. Elle a été créée au moment de l'épidémie du VIH/SIDA et il fallait du coup de manière un peu plus urgente faire de la prévention. Historiquement sur les moyens de protection notamment. Donc on fait ça depuis 1991 en milieu scolaire. Donc c'est vrai qu'on n'a pas attendu que l'éducation nationale fasse ce programme EVARS pour intervenir. Et voilà, on a développé, je pense, une vraie expertise, un vrai savoir et savoir-faire pour parler avec ces jeunes de toutes ces questions-là. Avant de rentrer dans les détails plus liés à EVARS, à qu'est-ce que vous faites, comment vous intervenez, du coup, c'était quoi votre manière d'intervenir? Est-ce que votre philosophie, votre mode d'approcher ces sujets? Alors c'est issu d'un travail. On a inventé et en même temps on s'appuie sur les recommandations scientifiques. Donc on utilise des méthodes pédagogiques très interactives. On mobilise vraiment les jeunes pour qu'ils soient acteurs et actrices de ces animations-là. Donc nous on appelle ça des animations débat et c'est vrai que c'est pour ça aussi que ça sort un peu de la posture du professeur. On est là pour accompagner les jeunes, on leur ouvre un espace de parole, de discussion, de débat entre eux. On utilise beaucoup aussi le jeu pour rendre attractifs nos animations. On s'appuie aussi beaucoup sur les besoins des jeunes à l'instant T. On fait des animations de groupe classe. Donc, on part aussi de leur représentation et de ce qu'ils ont envie de parler de ce sujet-là. Toujours dans le non-jugement, l'ouverture, le respect de la diversité des opinions, des points de vue, des comportements. Voilà, ça se rapproche un peu aussi de ce qu'on peut dire de l'éducation populaire. D'accord. Et si nous voulons un peu se concentrer sur les projets, sur le programme EVARS, depuis 3 ans, 4 ans, on parle d'EVARS, plus, depuis 2021, pardon. Alors non, 2021, ça fait référence à la loi qui oblige l'éducation nationale à mettre en place 3 séances d'éducation à la sexualité par an et pour chaque niveau de classe. Par contre, le programme EVARS, il a été édité et validé en février 2025. Donc, ça fait une petite année.
qu'il est mis en œuvre. Du coup, on a une loi de 2021 et pas du tout, ça n'a pas suivi immédiatement la mise en place de ça. Ça a bloqué pendant plusieurs années et il y a eu des associations, donc des associations de lutte contre les sida, qui ont fait remonter ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette période ? Alors effectivement, il y a la loi de 2001 qui oblige normalement l'Éducation nationale à mettre en place 3 séances EVARS par an, mais on constatait que c'était rarement fait. Alors le plus souvent, les jeunes ont quand même eu une séance au cours de leur scolarité, mais pas 3 séances chaque année. Mais la loi 2001 n'est pas que la première étape. On peut même parler de 1975 où il y avait déjà une circulaire qui obligeait l'Éducation nationale à faire de l'information sexuelle. Donc ça fait très longtemps que l'Éducation nationale doit se saisir de ce sujet-là, mais on se rend compte encore aujourd'hui, et nous aussi on le voit avec nos établissements scolaires, que tous les établissements scolaires ne sont pas prêts à organiser et mettre en œuvre ce programme-là. Et pourquoi ils ne sont pas prêts ? Est-ce qu'il y a des problèmes de financement, des volontés ? Alors, je vais parler des retours que j'ai au niveau du terrain. Ce qu'on voit, c'est qu'ils sont pas prêts. Il y a un manque de formation, même si l'Éducation nationale met en place des choses, ça semble insuffisant. Il y a des programmes déjà scolaires qui sont assez chargés. Donc il y a la question aussi, je pense, de la légitimité des professeurs à vouloir intervenir sur ces sujets-là. On peut aussi penser qu'ils sont pas forcément toutes et tous à l'aise à aborder ça avec leurs élèves. Et c'est vrai que nous, le constat qu'on a, c'est encore aujourd'hui, c'est que les établissements scolaires préfèrent faire appel à des associations extérieures dont c'est le métier pour parler de ce sujet-là. Et ça, c'est pas mal, entre guillemets, mais si c'est fait. C'est pas fait non plus partout pour manque de financement parce qu'il faut payer, il faut rémunérer quand même les associations qui interviennent. Alors ça, c'est variable d'une association à l'autre. Nous, par exemple, on est financé directement par la région Île-de-France pour intervenir dans les lycées. Donc les lycées, pour la plupart, ne payent pas nos interventions. Elles sont déjà financées grâce à la région. Donc alors il y a un frein financier parce que tous les ans, en fait, on a 2 fois plus de demandes que de possibilités. C'est une réalité. Donc il y a un frein financier, bien évidemment, mais pas que. Mais c'est vrai que il faut dire aussi que le programme EVARS, c'est positif, c'est une très bonne chose que l'Éducation nationale demande à leurs professeurs, à leur équipe éducative d'intervenir eux-mêmes sur ces questions-là, parce que dans tous les cas, les associations ne pourront pas intervenir dans tous les établissements scolaires. Oui, ça faciliterait le fait que les professeurs puissent intervenir directement. Vous faites aussi des formations pour les professeurs ? Alors nous, on est organisme de formation, effectivement, mais on touche un petit peu les professeurs, mais pas beaucoup, parce qu'au niveau éducation nationale, ils ont leur propre parcours de formation. Et concrètement, un professeur qui veut bénéficier de nos formations CRIPS ne pourra pas être financé par l'éducation nationale. Donc il y aura un frein financier sur cet aspect-là. Donc c'est plus des formations qu'il faudra solliciter au niveau des académies, des rectorats. Du coup, vous dites que vous avez plus de demandes de ce que vous pouvez vraiment suivre. Du coup, entre guillemets, vous ne faites pas face à des freins vraiment idéologiques. Non, pas du tout. Nous, ce que je disais, ça fait une trentaine d'années qu'on existe, qu'on fait ce travail, et je pense qu'on est en Île-de-France assez bien repéré par les établissements scolaires. Ils connaissent notre travail, et je pense que c'est le fruit aussi de toutes ces années-là d'expertise. Tous les ans, on a des demandes, et effectivement, tous les ans, on est obligé malheureusement de refuser une grande partie des souhaits d'intervention. Pourtant, le programme EVARS c'est beaucoup critiqué par des franges assez larges de la société. J'ai trouvé des critiques, par exemple, des familles catholiques qui parlaient de le programme, à leur avis, c'est un programme qui fait une indifférenciation de genre, où les adultes sont invisibilisés, ça c'est certains des critiques, où la procréation n'est pas mise en compte. Vous qui vous travaillez tous les jours
sur ce programme. Qu'est-ce que vous pourrez répondre à ce genre de critiques, de jugements? Alors déjà, ce que je peux répondre, c'est que finalement, ces critiques faites d'adultes sur le programme EVARS, elles sont assez minoritaires. Je dirais qu'il y a quelques années, on avait beaucoup plus de peur et des établissements qui reculaient sur la mise en place de ces actions de peur de la réaction des parents. Aujourd'hui, beaucoup moins. Et effectivement, c'est plus, avant, je dirais, c'était plus des parents qui ne connaissaient pas vraiment le programme, le sujet et ce qu'on allait y faire. Donc, ils projetaient des idées reçues. On parlait, on va apprendre à des petits à se masturber. Non, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, ce qu'on voit effectivement, c'est plutôt des mouvements un peu réactionnaires, extrêmes, sur le programme, mais ce programme, il a été fait par des experts, par des spécialistes du champ de la vie, du champ de l'éducatif, mais aussi du champ de la sociologie, de la vie affective et sexuelle. C'est basé sur des recommandations même au niveau international de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, ce qu'on fait, on sait ce qu'on fait. Voilà, et ces programmes-là, finalement, ont des impacts positifs. Ce qu'on peut répondre à ces personnes-là, c'est que c'est des programmes qui visent à protéger les enfants et les adolescents, notamment sur les questions de violences sexistes et sexuelles, sur la lutte contre toutes les discriminations et notamment sur les LGBT-phobies. Donc, c'est très important que ces programmes puissent être mis en œuvre tous les ans et à tous les âges de la vie dans le parcours scolaire. Est-ce que vous pourrez un peu nous donner quelques points principaux? Vous l'avez déjà fait jusque-là, mais c'est pas grave si on va répéter certaines choses. Les points principaux, du coup, qui sont touchés par les VAR, c'est comme je pense, les consentements. C'est un des choses qu'on commence dès la maternelle avec les consentements. Oui. Et d'autres points. Oui, alors c'est vrai que c'est quand même un défi, ces interventions EVARS, parce qu'en fait, c'est un sujet qui touche à beaucoup de dimensions. Donc il peut y avoir du sanitaire, comme parler du dépistage des IST, il va y avoir les enjeux relationnels, sentimentaux, l'amitié, l'amour, il y a les questions de sexualité, de plaisir, de désir, etc. C'est un sujet très large, mais le consentement a une place centrale dans la prévention des violences sexistes et sexuelles. C'est quelque chose, nous, dans nos animations, c'est le sujet principal qui est abordé avec les jeunes. Mais on va toucher aussi aux questions de réseaux sociaux, on va toucher aux moyens de contraception, on va parler de la première fois, on va parler beaucoup des idées reçues qu'on peut avoir sur ces sujets-là. Voilà, c'est quand même très large. Oui, et la question du VIH est affrontée de manière systématique. Il y a des manières particulières de l'affronter, parce que ça aussi, des fois, ça peut faire un blocage quand les parents savent que c'est dédié au VIH. Là, déjà, ça commence à coincer à nouveau. Alors, le VIH n'est pas abordé systématiquement jusque-là, parce que nous, notre parti pris, c'est vraiment de s'appuyer sur le groupe classe à l'instant T, ce dont ils ont envie de parler. Après, souvent, on commence par un brainstorming en début d'animation. On va demander aux jeunes, voilà, par exemple, la vie affective, relationnelle, sexuelle, qu'est-ce que ça vous évoque? Et là, on va prendre tous les mots qui ressortent comme ça aux jeunes. Et souvent, la question des VIH, du VIH-IST ressortent dans les échanges. Et c'est un des sujets qui est quand même souvent abordé. On parle beaucoup des idées reçues, mais aussi des modes de transmission, des moyens de protection. L'idée, c'est aussi de ne pas avoir un discours tourner autour de la peur, du risque. L'idée, c'est d'avoir une approche positive de la santé. Donc, c'est d'avoir des rapports sexuels, mais de manière protégée, de manière sécuritaire. Et donc, on va parler des moyens de protection, par exemple, et du dépistage. Oui, et quand vous arrivez à faire les 3 séances obligatoires, est-ce qu'il y a dans vos programmes une évolution ou ces 3 séances, c'est juste une question quantitative ou il y a aussi une question qualitative qui change? Alors, peut-être qu'il faut que je précise, parce que nous, jusqu'à aujourd'hui, on ne fait pas le programme EVARS. C'est-à-dire, jusqu'à cette année, nous, la démarche du CRIPS, c'est d'intervenir en groupe classe avec un animateur ou une animatrice du CRIPS, mais qui anime tout seul cette animation.
Il y a un adulte de l'établissement qui est présent parce qu'obligatoire et nécessaire, hein, mais qui va plutôt se mettre au fond de la classe et qui va pas intervenir. Nous, c'est ça notre approche jusque-là. Donc, effectivement, à partir de la rentrée scolaire prochaine, on va devoir mettre en place ce programme EVARS. Donc, on va devoir co-animer avec un membre de l'établissement volontaire et on va voir avec l'établissement sur quelle séance ils veulent que nous, on intervienne, mais on ne pourra pas intervenir sur les 3 séances. Hein. On n'a pas les moyens financiers pour faire autant de volume d'action. Donc, le choix que nous, on a fait pour l'année prochaine, c'est au moins de faire une séance EVARS dans le lycée. Et on va co-construire ça avec le lycée sur le choix de la thématique, sachant que l'Éducation nationale a bien défini pour chaque niveau de classe quels sont les sujets à aborder. Donc, nous, on appliquera ce programme EVARS. D'accord. Et avant de se quitter, est-ce que vous avez des retours de terrain concrets, c'est-à-dire vous travaillez sous des références sous le rectorat de Créteil? Est-ce qu'il y a des choses qui sont typiques pour le territoire, des problèmes, des freins, ou bien des leviers, des choses intéressantes que vous avez pu constater? Alors du coup, moi, je suis référente sur l'Académie de Versailles parce que c'est ma collègue JN qui est sur l'Académie de Créteil. Voilà, on se répartit le territoire parce qu'il est très large. Ce qu'on voit, on voit pas de différence entre les académies franciliennes. Mais ce que je constate, c'est des contextes très hétérogènes. Mais vraiment, il y a des établissements qui vont se mobiliser, il va y avoir des référentes EVARS, il va se passer beaucoup d'actions, des temps forts à plusieurs moments au cours de la scolarité. Mais ce qu'on constate, nous, quand même, aujourd'hui, le plus souvent, c'est des établissements qui sont pas prêts, qui encore nous sollicitent, mais pour qu'on intervienne, nous, tout seuls, sans forcément qu'ils prennent part aux animations. Où le personnel n'est pas encore formé. Voilà, donc c'est quand même très très hétérogène et on est un peu dans une incertitude sur comment ça va se passer l'année prochaine. Alors nous côté association agréée et partenaire, c'est vrai que l'application de ce programme EVARS nous met un peu dans une incertitude sur comment on va continuer à travailler les prochaines années. Puisque jusque-là, on intervenait seul en classe avec la présence d'un adulte, mais qui ne participait pas à ces animations. Et là, ce programme EVARS n'a pas pensé à la place des associations en tant que partenaires qui pourraient vraiment être autonomes et responsables sur une séance. Là, il y a une obligation de co-animation. Il y a une obligation de préparation avec l'établissement et puis il y a aussi des thématiques qui sont déjà très très drivées. Et nous, c'est pas notre approche principale. Voilà, donc, à la base, on est sur ouvrir un espace de dialogue libre. Ouais. Et là, on va être contraint par certaines thématiques. Donc, nous, concrètement, ça va nous poser la question. Si on a un élève de seconde qui veut aborder un sujet qui est prévu dans le programme en classe de terminale, qu'est-ce qu'on va devoir répondre ? Est-ce qu'on peut quand même y répondre ou est-ce qu'on va lui dire non, désolé, c'est un sujet qui sera traité dans 2 ans, mets ta question de côté, tu attends 2 ans et tu auras la réponse. Voilà, ça peut créer aussi c'est bien d'avoir ce parcours séquencé et progressif, mais qu'est-ce qu'on fait aussi quand même des interrogations qui peuvent venir à l'instant T. Donc comment on va se positionner par rapport à ça. Après, il faudra du temps, de l'expérience et du terrain pour adapter. Après, je ne sais pas si l'éducation nationale sera assez souple. Voilà, enfin, ce qui est dommage, c'est que la place des associations qui ont une vraie expertise sur ce sujet-là, nous le CRISP, mais pas, il y a plein d'autres associations, hein, on sent qu'on a été mis un peu de côté et il faudrait pas prendre du recul par rapport à ça et perdre des actions de terrain à cause de ce programme EVARS. Je pense qu'on peut travailler ensemble.
et tenir compte de toute cette expertise que l'on a pu avoir avec ces années. Et merci à Fanny Fauché. Maintenant, c'est la parole à Margot Barbier, coordinatrice des projets et développement de l'association ID Santé. C'est une association guyanaise qu'on a eu déjà plusieurs fois à l'antenne. Maintenant, pour ce qui concerne ce projet spécifique, du coup, lié au milieu scolaire, on peut dire que ID Santé a déjà pratiqué 4000 séances de VARS et 3000, il a touché 3300 jeunes parents au milieu scolaire. Et je laisse la parole à Margot. Moi, je suis Margot Barbier, je suis coordinatrice projet et développement au sein de l'association ID Santé. L'association ID Santé, c'est une association qui fait de la médiation en santé, qui s'est créée il y a 10 ans maintenant, en 2016, initialement en Guyane, et qui désormais se développe aussi des actions en Hexagone, notamment en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine. On est une association spécialisée sur les droits et la santé sexuelle et reproductive. Et depuis 10 ans maintenant, on fait de l'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. D'abord sur un projet qui s'est créé en Guyane en lien avec l'éducation nationale, enfin le rectorat et l'agence régionale de santé, qui s'appelle Espace pour s'exprimer, et que de fait des bons résultats qu'il a eus, on a déployé également en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine. Du coup, vous avez pu co-construire ces programmes avec l'éducation nationale ? Avec le rectorat de Guyane, en effet. En Guyane, il y a toujours, mais à l'époque déjà, des indicateurs très dégradés sur la santé sexuelle et reproductive, en termes de violences faites aux femmes, d'IST. Et du coup, il y a vraiment une prise de conscience des acteurs, et donc le besoin s'était fait sentir, et la proposition d'ID Santé ou l'engagement d'ID Santé sur ces thématiques a été bien perçu, soutenu par les acteurs locaux, qui a permis de lancer le projet et les interventions dès 2017. Et du coup, maintenant, pour la mise en place du programme EVARS, ces liens que vous avez eus avec les rectorats, ça vous a aidé pour la mise en place du programme? Est-ce que vous y participez? À quel niveau? Parce que juste avant vous, on a entendu la voix du CRIPS où justement il nous a fait part de tous les soucis, les problèmes qu'ils peuvent imaginer pour l'année prochaine, parce qu'il n'y a pas... Il trouve qu'il n'y a pas la place des associations pour intervenir vraiment dans EVARS. Mais vous avez déjà collaboré avec les rectorats. Peut-être vous avez une solution à ce problème. La place des associations, c'est plutôt, elle est toujours à défendre, notamment avec le nouveau programme. Et ensuite, dans tous les cas, pour les interventions dans les établissements, ça va dépendre aussi des rectorats. C'est pas que la volonté de l'éducation nationale. Enfin, après, il y a les interprétations aussi qui peuvent varier selon les territoires, les besoins des établissements qui vont varier, et l'appel aux associations du coup qui va en dépendre. Depuis l'adoption du programme, on a une poursuite et un vrai soutien au niveau de la Guyane, une poursuite, et il n'y a pas de changement, quoi, toujours un engagement, un partenariat. Après, sur d'autres rectorats, ça peut être plus compliqué. Ça varie, notamment parce que au moment de la publication du programme, il y a eu dans un premier temps une restriction du rôle des associations, qui a ensuite été reprise par l'éducation nationale, et du coup réaffirmer que la collaboration avec les associations pouvait se faire. Mais dans les faits, il y a encore une difficulté et un besoin de défendre la co-animation avec les associations au niveau national, parce que c'est pas homogène. Et notamment, c'est pas homogène parce que il y a des associations qui ont des agréments au niveau national, mais après il y a des associations qui ont des agréments au niveau académique, et le process d'obtention d'agrément au niveau académique, il varie aussi selon les académies, et donc voilà, selon où on intervient sur le territoire, il peut y avoir différentes procédures. En tout cas, votre expertise des Guyanes, elle est intéressante, elle est porteuse peut-être ça pourrait s'élargir à d'autres rectorats, votre expérience.
Oui, l'avantage de la Guyane et les acteurs tous mobilisés, c'est qu'on a vraiment pu travailler efficacement, travailler sur plusieurs années, montrer l'impact, avoir des retours des établissements, parce que l'impact du projet, au-delà d'être sur les jeunes qui voient leur droit à l'éducation à la vie affective respecté, c'est aussi un soutien aux corps enseignants, aux infirmières scolaires, par la co-animation, parce que évidemment, l'éducation nationale porte maintenant encore plus officiellement, mais elle le porte depuis 2001, cette intervention. Et donc nous, on appuie et on soutient aussi les enseignants pour aborder des thématiques parfois pas faciles. Et ce qui est très important et ce qu'on défend, c'est aussi la co-animation, le fait d'avoir des interventions extérieures, des intervenants extérieurs formés, mais qui vont pas, certes, on va avoir une continuité avec les élèves parce qu'on va revenir à hauteur de 3 séances par an et par niveau. C'est comme ça qu'on intervient à ID Santé, mais on n'est pas tous les jours dans l'établissement. Et donc, pour certains élèves, c'est aussi une opportunité de témoigner des choses dans un autre contexte, de libérer la parole. C'est aussi l'avantage de la co-animation qu'on porte du coup en Guyane, mais maintenant on est depuis 2022 en Occitanie et on fait des interventions aussi en Occitanie et depuis l'année dernière en Nouvelle-Aquitaine, donc ça marche aussi sur d'autres territoires et c'est plutôt bien perçu également. Oui, du coup, pour vous, la co-animation, ça peut être quelque chose de... vous voyez les avantages de la co-animation plutôt que les soucis, parce que l'autre intervenante, elle nous a parlé justement des soucis, des problèmes éventuels qui peut donner une co-animation entre partenaires qui ne se connaissent pas, qui ont des références différentes, mais c'est vrai que c'est la co-animation, elle est co-construite, ça peut porter à quelque chose de positif. Mais du coup, vous parlez aussi des choses qui évoluent, des choses qui ont été reprises. Est-ce qu'il y a du coup un plaidoyer auquel ID Santé fait partie pour améliorer ce programme EVARS? Pour juste répondre sur la co-animation juste avant, c'est ce qu'on défend et c'est ce qu'on défend au niveau du plaidoyer aussi. Je vais pouvoir développer, mais c'est surtout, du coup, les associations ne sont pas en permanence dans l'établissement et il y a besoin d'assurer une continuité. À ID Santé, nous, les VARS, on la considère du point de vue des jeunes, du point de vue des professionnels qui entourent les jeunes au quotidien et aussi du point de vue des parents. Et donc, dans notre approche, c'est vraiment une approche globale sur les VARS où on a des ateliers dédiés aux parents pour déconstruire les fausses informations qui circulent notamment sur les réseaux sociaux, les rassurer parce qu'il peut y avoir notamment avec la promulgation du programme, il y a eu beaucoup de craintes et de mobilisation sur les réseaux sociaux qui peuvent inquiéter. Et ensuite, avec les équipes qui sont présentes au quotidien, parce que c'est elles qui vont poursuivre les messages que nous, on va bien cadrer au moment de l'intervention, mais qui, pour être intégrés par les élèves, nécessitent, au-delà de séances définies à 3 par an, d'avoir une continuité dans tout l'espace de vie du jeune. Et du coup, sur le plaidoyer, ID Santé fait partie depuis quelques années du collectif pour une véritable éducation à la sexualité, qui est un collectif qui regroupe 10 organisations, dont le planning familial, SIDAction, la Excision Parlons-en, l'association de lutte contre le sida ALS qui est basée à Lyon, la Fédération nationale des CIDFF, la Fédération nationale Solidarité Femmes, et aussi le syndicat national des infirmiers et conseillers de santé, le SIX-FSU, Stop Ficha et Sud Éducation, un syndicat d'enseignants. Et tout ça, on est appuyé aussi par une organisation qui s'appelle La Vague dans ses actions de plaidoyer. Et du coup, ce collectif, nous, on l'a rejoint, je disais, je pense en 2024, mais il est actif depuis la publication d'un livre blanc sur l'éducation à la sexualité, où les membres du collectif ont identifié des mesures à adopter pour rendre effectif ce droit à l'EVARS et le cadre légal sur l'EVARS qui existe depuis 2001. Et dans ce plaidoyer, du coup, c'est quoi, à votre avis, les choses sur lesquelles il ne faut pas reculer? Sûrement la place des associations, trouver une bonne place parce qu'elle n'était pas du tout pensée au début comme ça.
Oui, la place des associations, ça en fait partie. Les mesures là, notamment en lien avec le programme, voilà, qui vont être les plus importantes à défendre sur les mois à venir, ça va être aussi qu'il y a un pilotage national et académique permettant que l'éducation à la sexualité se mette en place de manière homogène sur l'ensemble du territoire, qu'il y ait des moyens pour mettre en œuvre cette éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, des moyens pour soutenir les infirmières scolaires, des moyens pour soutenir les associations et des moyens pour former, au-delà budgétaire, aussi de formation des personnels de l'éducation nationale. Voilà, c'est pas encore tous les professionnels de l'éducation nationale ne sont pas encore formés et au-delà d'être formés après, il faut se sentir en capacité d'intervenir. Voilà, c'est ça un peu vraiment. D'accord. Et est-ce que on va aller vers la fin de cet entretien avec vous? Oui. Est-ce que pour l'année prochaine, pour 2026-2027, c'est quoi votre attente? ID Santé pense que ça va passer comment l'année? Sur quoi il faudra se battre? On espère une reprise des partenariats. De notre côté, continuer d'obtenir des agréments académiques aussi. Ce qu'il va falloir continuer, c'est de défendre la place des associations, la co-animation et d'obtenir un budget clair sur les VARS pour qu'il y ait des moyens qui permettent d'atteindre les ambitions du programme. Et pour terminer notre tour sur les VARS, sur les enjeux, sur les perspectives, on va laisser la parole vraiment au terrain à Delphine Roche, qui est chargée des projets de l'association Aremedia. À Delphine la parole. Alors Aremedia, on est une association qui a 33 ans, qui s'est montée à l'origine via des médecins qui s'intéressaient en fait aux questions du VIH. On était en pleine épidémie de VIH. Aujourd'hui, l'association elle est structurée en 2 pôles. Il y a le pôle hôpital hors les murs, donc on propose du dépistage des IST comme à l'hôpital, mais en dehors de l'hôpital. Ça veut dire que notre chargé de projet, le salarié d'Aremedia, il va chercher à mobiliser un médecin et un infirmier et à solliciter une structure qui accueille un public qui est éloigné du soin pour justement proposer des séances de dépistage autour des IST. Oui. Et vous intervenez bien en milieu scolaire. Et ça, c'est l'autre partie, parce que ça, c'est un premier pôle. L'autre pôle, effectivement, c'est la promotion de la santé et de la prévention. Donc là, on va en milieu scolaire, mais aussi extrascolaire, auprès des jeunes. Avec les plus petits, en fait, on va chercher à renforcer les compétences psychosociales et on s'appuie d'une démarche expérientielle pour faire cela. Et avec les plus grands, on peut mettre en place plutôt des débats pour discuter du coup. Nous, on parle en fait de conduite à risque, que ce soit en fait la consommation de produits psychoactifs, les conduites addictives ou encore tout ce qui peut se passer dans le cadre de la vie affective, relationnelle et sexuelle, qui serait en fait de l'ordre de la prévention. Et l'année qui vient de s'écouler, du coup, il était déjà mis en place les programmes EVARS. Est-ce que vous avez pu intervenir dans ce programme-là? Je pense pas qu'on ait davantage intervenu. Nous, en fait, on a un projet qui s'appelle les sorties santé. Alors, notamment ce projet-là, on en a plusieurs. Mais celui-ci qui est effectivement dans le programme de vie affective, relationnelle et sexuelle. Donc, on intervient effectivement auprès de 3e. Et donc, on parle de tous les sujets autour de la santé sexuelle. Oui, du coup, vous faites votre sortie, vous les appelez les sorties santé? Oui. Et du coup, oui? C'est donc un projet à destination des 3e. On les fait sortir sur une journée en dehors de leur collège. On leur fait visiter des structures autour des questions de santé sexuelle, je dirais même autour des enjeux de santé sexuelle. On explique bien au tout début que la santé sexuelle, nous, on a une approche globale et positive et que là, on est en fait sur des enjeux
sanitaire. Donc on va parler de plutôt là où il pourrait y avoir des risques, mais qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi toutes les dimensions plaisir qu'il peut y avoir dans la vie affective. On fait ce rappel là, cette sortie, elle est pas, je dirais, elle est forcément partielle, hein, puisque la vie affective, la santé sexuelle, c'est vraiment très très transversal et global. Hein. On pourrait y passer plus qu'une journée en réalité pour toucher tous les sujets. On le précise bien ça. Bien évidemment. Et des fois, Voilà. parce que nous, au comité des familles, nous connaissons l'association Aremedia parce que justement, il y a des interventions qui sont faites dans notre local. Du coup, les sujets est vraiment les VIH et les IST. Et est-ce que, du coup, ça peut créer un souci dans votre expérience si les parents savent en avance ou les enfants savent en avance que ça va être dans une association de lutte contre les VIH que vous allez aller? Vous voulez dire, est-ce que ça peut inquiéter les parents? Oui. Moi, j'ai pas ce retour-là. Je sais que ça peut exister pour le moment. Je n'ai pas peut-être une expérience encore grande, mais en tout cas, mon expérience n'est pas forcément celle-ci. Après, on est des professionnels formés, donc je pense qu'en fait, en posant un cadre, on peut tout à fait faire de la prévention sans inquiéter. Mais c'est vrai que en étant formé, je pense en tout cas, on peut transmettre plus efficacement des messages. Voilà, et je crois que c'est le cas du coup de la plupart des personnes. En tout cas, c'est le cas chez vous, chez nous, voilà. Donc c'est vrai qu'on fait appel aussi à vous pour ces aspects, puisque du coup c'est très concret aussi pour les jeunes. Ils peuvent poser des questions auprès de personnes qui vivent voilà des enjeux différents des leurs. Et comment vous voyez l'année prochaine? Parce que là, du coup, cette année, c'est fini. Et l'année prochaine, vos sorties santé, ils vont continuer en parallèle du programme EVARS ou bien vous pensez que vous pouvez travailler ensemble? Comment vous vous organisez pour l'année prochaine? Bien nous on tient à ce projet, donc pour le moment oui, on est dans l'idée de le perpétuer. Je crois que les collèges avec qui on intervient le voient comme un complément. Eux ils portent déjà leur séance EVARS. Alors j'ai pas forcément tout en tête, mais je sais que voilà les CPE ou les infirmiers scolaires se sont saisis de ces questions, se sont formés et du coup ils déploient dans leur collège déjà des séances et du coup ils apprécient ce complément qui est du coup en dehors du collège. Là en fait l'idée c'est d'aller rencontrer les structures, donc typiquement aller rencontrer le centre de santé sexuelle où on peut se faire dépister. C'est aller donc chez vous pour un peu mieux comprendre concrètement qu'est-ce que c'est que le VIH, comment on vit avec, mais ça peut être aussi auprès du planning familial sur les questions de contraception, d'IVG, de violence intrafamiliale, etc. Nous, on complète également avec tout ce qui est sensibilisation autour des discriminations. Donc je crois qu'à chaque fois, c'est utilisé en complément. Voilà. D'accord. Et comment, juste pour terminer notre entretien, vous accompagnez les élèves, vous êtes une des accompagnatrices du terrain? Oui. Est-ce qu'il y a des choses, des moments qui vous ont marqué en particulier, des épisodes? Je dirais que en fait, les ateliers ils durent 1 heure, donc chaque professionnel a préparé son déroulé et comment dire, il y a ces phases qui sont prévues, il y a tout ce qui est pas prévu et donc moi qui ai la chance d'accompagner les élèves sur toute la journée, je suis aussi présente sur les moments informels. Donc je dirais qu'il se passe, on voit que ça les fait beaucoup cogiter parce qu'en fait sur les moments informels, on les entend un petit peu discuter entre eux. Et donc effectivement, il y a des fois où on sent qu'on fait changer les choses, c'est-à-dire que des petites phrases en fait qui nous font dire que ce qu'ils n'ont peut-être pas dit d'ailleurs en groupe, ils vont peut-être se le dire entre amis ou ils vont nous questionner nous sur le chemin en fait. Donc je dirais que c'est peut-être les à côté où on sent que effectivement on fait bouger les lignes, il y a des prises de conscience, voilà. Ce sont les moments plus intéressants, presque. Après, l'un ne va pas sans l'autre, hein,
mais tout à fait, oui. Ces moments-là sont précieux. Oui. Sont précieux, oui. Merci beaucoup Delphine.